Allô mes futures mamans! Aujourd'hui, on est dans un épisode de podcast bien spécial, unique, parce que je reçois une experte exceptionnelle, la docteure Annick Bérard, directrice de l'unité de recherche sur les médicaments et la grossesse de Sainte-Justine. Elle est avec moi. Merci d'être là avec nous. Ça me fait plaisir. Donc, premièrement, j'aimerais ça connaître un petit peu ton parcours. Qu'est-ce qui a mené à la création des capsules grossesse en santé? Parce qu'en fait, c'est le résultat de plusieurs recherches puis de la science accessible aux futures mamans. C'est quoi un peu l'histoire derrière ça? En fait, premièrement, il y a presque 75% des femmes enceintes québécoises qui vont prendre au moins un médicament durant leur grossesse. Alors, ça peut aller du Tylenol jusqu'à un médicament comme un antiépileptique. Alors, l'éventail est très large, mais il n'en demeure pas moins que beaucoup de femmes vont prendre des médicaments pour lesquels on n'a pas tellement d'informations sur les risques et les bénéfices. Parce que les femmes enceintes sont systématiquement exclues de tous les essais cliniques pré-commercialisation. Pour les risques. Pour les risques, on s'inquiète pour les risques pour le fœtus. Maintenant, mais elles prennent quand même des médicaments. Alors, on a fait quand même beaucoup, il y a plein de 20 ans de recherche derrière ça. Wow. Et après, on s'est rendu compte que les mamans, les futures mamans, n'avaient pas nécessairement accès à cette information-là. Alors, on a décidé de faire justement ces capsules-là, grossesse en santé. C'est des activités de transfert de connaissances, mais notre public cible, c'est vraiment la future maman. Alors, on essaie de prendre des données toujours basées sur la science, mais on transfère ces informations-là à la future maman. Alors, c'est pour ça que c'est important, parce qu'on sait qu'elles prennent des médicaments et qu'elles n'ont pas accès à cette information-là. On essaie de trouver une manière de rendre l'information accessible. C'est vraiment intéressant parce que, comme tu dis, il n'y en a pas beaucoup, puis ils en prennent quand même. Fait avec ça, on vient informer dans un milieu où il y a peu de connaissances. Fait qu'aujourd'hui, on va reprendre démystifier des sujets assez surprenants, que je dirais que moi, ça m'a surpris en écoutant les capsules, que je voulais peut-être pousser un petit peu plus. Bon, premièrement, les suppléments de multivitamines acide folique. À quel point c'est important, puis à quel moment qu'on doit le consommer. Je sais qu'on parlait beaucoup de la préconception aussi. Je pense qu'on va partir de là pour en parler. Il y aurait tellement de choses à dire que... mais l'acide folique, allons-y. Alors, juste maintenant, il n'y a pas très longtemps, je viens juste de dire qu'il n'y a aucun essai clinique qui sont faits sur les femmes enceintes. L'acide folique, c'est l'exception. On a des données. Oui, on a des données. En fait, l'acide folique, il y a eu de très beaux essais cliniques randomisés selon les règles de l'art qui ont démontré que lorsque l'acide folique est pris avant la conception, alors ça veut dire bien avant qu'on apprenne qu'on soit enceinte, là. Aussitôt qu'on veut, une femme qui voudrait être enceinte devrait consommer de l'acide folique. Oui. Oui, c'est vrai, sauf qu'il y a 50% des grossesses environ qui sont non planifiées. Oui. Alors, le fait de vouloir un enfant, oui, ça devrait nous pousser à aller chercher nos multivitamines, mais bien avant d'être enceinte. Oui. Sauf que moi, je dirais que toute femme en âge de procréer devrait prendre son comprimé de multivitamines le matin. Alors, c'est ma suggestion pour éviter justement d'arriver à 5-6 semaines de grossesse puis dire « Ah, OK, je suis enceinte, c'était pas planifié, mais je veux quand même l'enfant. » Ça veut pas planifié, ça veut pas dire pas voulu, parfois. Oui, exact. Et donc, mais je veux dire, au moins durant la conception, d'avoir utilisé son acide folique. Alors, il y a quand même... Alors, femme en âge de procréer, vous devriez absolument aller chercher votre multivitamine, la prendre avec votre déjeuner le matin. Parce qu'il y a un point que j'ai trouvé super pertinent dans tes capsules, c'est que peu importe l'alimentation qu'on prend, ce ne sera jamais suffisant pour avoir ce qu'on a dans un complément d'acide folique. Exactement. Alors, l'acide folique, c'est présent dans l'alimentation. OK? Alors, tout ce qui est vert. Le camion de brocoli. Oui, un camion. Alors, brocoli, kale, quoi d'autre? La laitue, tout ce qui est vert, en fait, tout ce qui est aussi légumineuse, on va avoir de l'acide folique là-dedans.
Sauf que on a bien beau, comme je disais tout à l'heure, manger un camion de brocoli, on n'aura jamais assez d'acide folique pour nous aider durant la conception, justement, en très, très, très début de grossesse. C'est pour ça qu'un supplément est essentiel, même si on peut parler d'absorption, un supplément, c'est jamais aussi bon que l'alimentation au niveau de l'absorption, mais étant donné que même avec l'alimentation, on n'en aura jamais assez, donc c'est essentiel d'avoir un supplément d'acide folique. Alors, soit qu'on le prend seul, l'acide folique, ou on le prend en multivitamine, là, qu'on a dans les pharmacies, c'est pas un problème. Et pourquoi c'est essentiel de le prendre pré-conception, alors pré-grossesse finalement? C'est parce que les essais cliniques ont démontré que lors de la conception, si on prend de l'acide folique, on a beaucoup moins de chances d'avoir un enfant avec une malformation du tube neural. En fait, c'est une malformation, la malformation la plus fréquente, c'est le spina bifida. OK? C'est au niveau de la colonne vertébrale, puis ça peut aller jusqu'au cerveau. Wow. Alors, parce que le tube neural, c'est là où il est. D'accord? Et pourquoi c'est important durant la conception? C'est qu'en fait, le tube neural, c'est comme une petite bine. Et en conception, c'est tout petit. C'est vraiment encore gros ce que je dis, là, mais c'est minuscule. Et très, très rapidement, à 4-5 semaines de grossesse, alors lorsqu'on apprend qu'on est enceinte, ce petit point-là est déjà tout déroulé. Alors, ça ouvre et ce qui est alentour de cette petite bine-là, ben, c'est notre tube neural. Alors, s'il y a quelque chose qui devrait arriver mal, ben, c'est déjà arrivé si on commence à prendre de l'acide folique. Il est trop tard. Il est un peu trop tard. Maintenant, je ne veux pas alarmer personne parce que la prévalence, alors la fréquence de cette malformation-là, c'est moins de 1%. Okay. Alors, on n'alarme personne. L'acide folique, même si vous venez d'apprendre que vous êtes enceinte, prenez votre acide folique, débutez, parce que ça a plein de bienfaits. Mais si on veut vraiment prévenir le risque de malformation du tube neural, on devrait la prendre bien avant la grossesse. C'est vraiment intéressant. Puis on sait, avec les capsules, que les fausses couches, souvent, vont être causées par une malformation quelconque. Est-ce que ça peut avoir un lien de cause avec l'acide folique, si elle a été prise ou non, sur la malformation du tube neural et la fausse couche? Je ne sais pas si ma question est claire. Oui, je comprends. Alors, il y a très peu d'études qui ont démontré ça, sauf que, comme tu dis très bien, une des raisons, c'est pas la seule raison, mais une des raisons pourquoi une future maman aurait une fausse couche, c'est que son enfant, son fœtus, n'est pas capable de vivre à l'extérieur d'elle, en termes de... Ouais. Alors, si une malformation est majeure, sévère, qu'elle soit du tube neural ou n'importe quelle autre malformation cardiaque, musculo-squelettique, ben oui, ça peut mener à une fausse couche. Maintenant, est-ce que le fait d'avoir pris son acide folique pré-conception pourrait diminuer ce risque-là? Il y a très peu d'informations là-dedans. Alors, il ne faut pas trop s'alarmer. L'acide folique, habituellement, quand on parle de médicaments, on parle de risque. Prends pas ce médicament-là durant la grossesse parce que tu risques d'avoir un bébé avec telle malformation. Pour l'acide folique, c'est pas un risque, c'est un bénéfice. Alors, prenez votre acide folique avant la grossesse pour avoir un bénéfice sur votre bien-être, premièrement, puis aussi sur le bien-être de votre futur enfant. Alors, je pense que c'est un peu le message qu'on devrait avoir. C'est vraiment intéressant. C'est le fun de l'explorer comme ça. Puis moi, ça m'a tellement surpris dans le avant. Puis tout ça, le tube neural et tout, c'est des belles informations à transmettre puis accessibles aux futures mamans qui nous écoutent. Donc là, on va rentrer dans un autre sujet qui concerne beaucoup de mamans, en fait, les nausées. Les nausées, surtout au premier trimestre, quoique des fois aussi, ça peut durer toute la grossesse. Qu'est-ce qui peut aider les nausées?
Alors, bon, les nausées et vomissements c'est une des conditions de grossesse les plus fréquentes. Oui. Alors, près de 80%. Alors, 8 femmes enceintes sur 10 vont souffrir de nausées et vomissements de grossesse. Habituellement, c'est au premier trimestre. Oui. Parfois, c'est surprenant, ça coupe au couteau. Le premier trimestre est terminé, les nausées s'en vont. Oui, moi, ça a été ça. Là, presque... La plupart des gens, c'est comme ça. 2 grossesses sur 3, là, quasiment la cloche du deuxième trimestre est sonnée, puis tu te sens revivre, tu rayonnes. Exactement, c'est surprenant. Ouais, hein? Vraiment. C'est vraiment surprenant. Alors, tout ça pour dire que c'est fréquent, alors il ne faut pas s'en faire. Deuxièmement, il y a des manières de contrer ces nausées et vomissements-là. Alors, on pense à l'alimentation en premier lieu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend des plus petites portions. On mange plus souvent. Alors, au lieu de prendre 3 gros repas par jour, on en prend plusieurs, mais plus petits. On va éviter des senteurs, parfois les odeurs. Hein. Il y a certaines odeurs qui nous rendent folles. Ouais. Alors, on essaie de les éviter. On essaie d'adapter nos exercices, notre activité physique. Alors, quand tout ça, parfois ça fonctionne. Hein, parfois ça fonctionne. Si rien fonctionne, ben là, on s'en va vers la médication. Il y a le Diclextain qui est quand même assez sécuritaire, hein, parce que le premier trimestre de grossesse, il faut toujours faire attention. Pourquoi on s'inquiète tellement pour le premier trimestre? On appelle ça l'organogénèse. En fait, c'est le moment, c'est le 3 mois où tout est formé dans le fœtus. Hein. Après le 3 mois, le cœur est formé, les membres, hein, les mains, les doigts sont formés, le tube neural est formé. Alors, à peu près tout est formé. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'on doit aller au 2e et au 3e trimestre? C'est pour le cerveau, pour que le bébé grossisse, etc. Mais après le premier trimestre, c'est clair que le bébé, il a l'air de ce qu'il a l'air, là, probablement jusqu'à la fin. Alors, c'est pour ça qu'on est inquiet pour prendre des médicaments. Mais le Diclextain, pour les nausées et vomissements de grossesse, c'est quand même, il y a eu des beaux essais cliniques. Une autre exception, beaux essais cliniques. Pourquoi? Parce que le Diclextain son indication première, c'est les nausées et vomissements de grossesse. Alors, c'est pour ça qu'on devait avoir des essais cliniques randomisés parce qu'on s'intéresse à nos mamans enceintes avec nausées. Alors, on peut avoir ce médicament-là, il est quand même assez sécuritaire et le pharmacien, je m'excuse, peut nous le donner. Oui. Parce qu'on comprend qu'on est enceinte, on est à 5-6 semaines de grossesse. On vient d'apprendre qu'on est enceinte. On n'a pas encore le suivi. Là, on n'a pas encore notre première visite prénatale. On doit attendre à 12-13 semaines de grossesse. Mais c'est là qu'on a nos nausées. Oui. Là, c'est maintenant, c'est pas à 13 semaines de grossesse. Donc, on peut aller chez notre pharmacien, on peut avoir notre prescription de Diclextain avant même d'avoir notre première visite prénatale. Mais c'est surprenant maintenant, tout ce qu'un pharmacien peut faire, qu'on se douterait pas qu'ils peuvent prescrire ou même conseiller, qu'ils peuvent nous éviter un rendez-vous au médecin pour X raisons. Puis c'est vraiment... c'est génial de savoir ça, parce que je suis sûre qu'il y a plein de futures mamans qui nous écoutent, qui ont des nausées, puis qui ne savaient pas, qui peuvent aller voir leur pharmacien pour leur donner quelque chose. T'sais. Absolument. Le pharmacien demeure le premier professionnel. C'est notre professionnel de la santé de première ligne. Oui. Il est facilement accessible. Il est toujours là. Je dis « il », mais ça peut vraiment être « elle ». Et puis, peut nous donner plein de conseils au niveau de comment manger pour contrer les nausées et vomissements. Le gingembre marche vraiment bien. Oui, c'est ça ma prochaine question. Oui, qu'est-ce que tu en penses du gingembre? Ça marche très, très, très bien. Pas pour tout le monde, mais pour beaucoup de gens. Le gingembre marche très bien. Ça peut être, si on n'aime pas les tisanes au gingembre, il y en a qui n'aiment pas ça, bien, il y a quand même des petits bonbons au gingembre. Oui. C'est surprenant comment ça marche bien. Mais il y a également le Diclextain. Dans très peu de cas, les nausées et vomissements peuvent être sévères. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on n'est pas capable. Dès qu'on boit de l'eau,
qu'on mange, tout sort. Okay? On n'est pas capable de rien garder et souvent, ben, ça va au-delà du premier trimestre. Ça, on appelle ça de l'hyperémèse. Et ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Aller consulter. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est sérieux comme condition. On devient déshydraté et c'est pas ça qu'on veut pour soi-même, premièrement, puisqu'on est vraiment malade, et deuxièmement, pour son futur enfant. Alors, il faut aller consulter. L'hyperémèse, c'est une condition sévère, c'est des nausées, vomissements sévères de grossesse et il faut pas hésiter, il faut consulter. Non, c'est ça. Moi, j'ai une maman, d'ailleurs, qui a dû être hospitalisée pour ça parce qu'elle tolérait rien. Je pense qu'elle a été hospitalisée 3 semaines parce que c'était trop dangereux pour le bébé, puis elle-même, en fait, aucune alimentation. Puis finalement, là, ça l'a passé, mais ça avait quand même duré un bon moment. Il n'y a rien du tout qui passait, même pas de l'eau. Oui, mais c'est ça qui arrive, c'est que les femmes enceintes, souvent, avec hyperémèse, là, attendent trop longtemps avant de consulter. Et ce qui fait que lorsqu'elles consultent, leur état est tellement sévère que ça prend un certain temps non négligeable. Dans ce cas-ci, c'était 3 semaines, là, pour rétablir l'équilibre. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter, il faut consulter le plus rapidement possible. Oui, vraiment. En tout cas, c'est des bons conseils pour la nausée. Allez voir votre pharmacien. Gingembre, bien manger, bouger. Des belles habitudes à prendre. Maintenant, on va rentrer dans un autre sujet vraiment pertinent, la santé mentale. Je pense que c'est important d'en parler durant la grossesse. Parce qu'on parle beaucoup de dépression postnatale, mais la santé mentale, l'anxiété, ça affecte beaucoup les femmes enceintes également, surtout quand c'est le premier, les questionnements. Est-ce qu'il y a certaines statistiques sur, par exemple, l'anxiété pendant la grossesse? L'anxiété et la dépression maternelle, donc de la maman, parce que souvent ça va main dans la main, ces deux choses-là, là, c'est une des conditions les plus fréquentes de grossesse. Bon, il y a les nausées et vomissements, c'est une catégorie à part, hein, parce que bon, et ça, souvent c'est passager, mais la dépression, l'anxiété, je pense que qu'est-ce qui est au niveau des conditions les plus fréquentes de grossesse, on a les infections, non? Les infections urinaires, on peut penser. Il y a l'asthme, qui est assez prévalent, parce que c'est une maladie de jeunes, hein, l'asthme, souvent, et la santé mentale. Alors, anxiété, dépression, stress aussi, toutes des conditions associées, c'est à peu près 20 %. Alors, une femme sur 5 québécoise, alors ça, c'est des données québécoises, c'est pas des données de, va souffrir à un moment donné, durant sa grossesse, pas après, pas en postpartum, de problèmes de dépression, d'anxiété. Alors, c'est pas je me sens triste aujourd'hui, ou puis demain, ça va mieux. C'est pas ça que je veux dire. C'est quelque chose qui est vraiment qui nous affecte presque physiquement. C'est-à-dire qu'on n'est plus capable de se lever le matin, on est presque plus capable de sortir de chez soi, ça nous arrête, là, on est toujours couché. C'est vraiment, c'est de ça que je parle. C'est ça, j'allais dire, c'est comment qu'on peut reconnaître, parce que des fois, ça peut être mélangeant pour une future maman de dire « Ah, c'est-tu des symptômes de grossesse? » ou justement, ça peut être de la dépression ou de l'anxiété, mais j'imagine que même si on est enceinte, c'est pas normal de se sentir comme ça, d'avoir juste envie d'être couché, de pas se lever, de se sentir pas bien. C'est quoi les signes principaux qu'on peut reconnaître qu'on vit de l'anxiété ou de la dépression durant sa grossesse? En fait, c'est difficile à savoir. Je pense que c'est un bon point. Là. C'est difficile à savoir est-ce que c'est la grossesse, tous les changements hormonaux, ou c'est ma dépression ou mon anxiété que j'avais souvent avant même d'être enceinte. Fait que c'est sûr que c'est difficile là, de savoir lequel est lequel, mais pour être honnête, ça dérange pas tellement. Alors, si on n'est plus capable de se lever le matin, si on broie du noir, si on n'est plus capable de sortir de la maison, si le fait je sais pas moi, de faire la moindre petite tâche qu'on faisait quand même couramment avant devient un fardeau, ben c'est un problème, OK? C'est un problème de santé mentale. Et c'est juste pour dire aux femmes qu'elles ne sont pas seules. Hein, parce que 20 c'est beaucoup. C'est une femme sur 5. Là, c'est énorme. Et il ne faut pas éviter d'en parler. Parce que souvent, juste le fait d'en parler, ça fait déjà du bien. Là. Alors, et souvent, mais c'est ça qui arrive, c'est que les femmes se disent « mais je suis enceinte ».
j'ai pas raison d'être triste. Exact. Mais moi, je trouve que c'est souvent minimisé, vu que la femme va être enceinte, c'est comme, ben c'est normal, c'est parce que tu es enceinte que tu te sens comme ça. Puis c'est comme si, parce qu'on est enceinte, ben tout est passé sur... Je parle plus d'expérience par l'entourage, là. Tout va être passé sur le dos de la grossesse, tu sais. C'est ça. Mais même si c'est le cas... Bon, ça ne devrait pas l'être, on s'entend. Mais même si c'est le cas, il ne faut jamais oublier qu'une maman en santé, c'est égal directement un fœtus puis un bébé en santé. Alors, si la maman n'est pas en santé, que ce soit au niveau physique que mental, ben le bébé ne sera pas en santé. Fait que, tu sais, c'est une chose de dire « Ah, c'est ta grossesse, c'est pas grave si tu te sens comme ça. » Oui, mais si tu n'es pas en santé, ton bébé ne le sera pas non plus. Alors, il faut vraiment prendre soin de soi. Oui. Autant qu'on prend soin des problèmes physiques que mentaux. Durant la grossesse, mais il ne faut pas oublier les problèmes mentaux, c'est ça. Et donc, alors c'est ça. Alors, il faut en parler. Il ne faut pas éviter. Il faut absolument en parler. Lorsqu'on a notre première visite prénatale, il faut aussi en parler à notre médecin. Okay? Souvent, les femmes vont se dire « Oh mon doux Seigneur, je devrais-tu en parler? Je devrais pas... » Non, parlez-en. Les médecins veulent l'entendre parce que c'est de l'information. De l'information, c'est toujours de la bonne information. Et alors, il ne faut pas éviter d'en parler. Puis, ben, il y a différentes options. Hein? Alors, soit dépendamment de la sévérité de notre dépression, anxiété, stress aussi, ou également selon nos antécédents. Oui. Tu sais, parfois, bon, on n'a jamais eu de problème d'anxiété, de dépression, puis là, tout d'un coup, on en a. Mais ça, le mode de traitement va différer. Mais si on en avait précédemment, ben il faut regarder. Hein, qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que c'est ça, je pense, tu sais, il y en a beaucoup... des informations qui circulent que durant la grossesse, toutes les médications de santé mentale, dépression, anxiété, qu'on peut plus nécessairement prendre ça, mais je pense que c'est complètement faux. Justement, c'était ma prochaine question. Qu'est-ce qui peut être pris, parce qu'il y en a tellement, mais est-ce qu'il y a des antidépresseurs ou des médicaments contre l'anxiété qui peuvent être pris durant cette période-là par la future maman? Oui. En fait, les antidépresseurs ont 2 indications. Alors, ils sont souvent donnés justement pour la dépression ou l'anxiété. Alors, c'est comme on donne, puis ça règle les 2 problèmes, là. Mais c'est clair qu'il y a des ISRS, OK? C'est des... En fait, pour faire une petite histoire, c'est que la sérotonine... On y va. On y va. Alors, la sérotonine, c'est essentiel. Donc, la sérotonine, notre corps en produit. En fait, c'est l'hormone quand on est de bonne humeur, finalement, c'est la sérotonine. Mais lorsque le bébé grandit en soi, le futur bébé, le fœtus, la sérotonine est essentielle. En fait, en début de grossesse, c'est essentiel pour que le bébé ait tous ses membres. Un peu plus tard en grossesse, c'est essentiel pour le cerveau du bébé. Alors, la sérotonine est toujours essentielle. Maintenant, les ISRS, c'est un type d'antidépresseur. On pense au Prozac, au Paxil, au Zoloft. Bon. Alors, ces médicaments-là, par définition, inhibent. Alors, arrête l'absorption de la sérotonine in utero à l'intérieur. Fait que on essaie de limiter ça au maximum parce qu'on a besoin de la sérotonine pour le bébé. Sauf que si la maman n'est pas contente, si elle n'est pas en forme mentalement, ça ne l'aide pas ça non plus. Alors, ça me permet de parler présentement des risques et des bénéfices. Oui. OK? C'est difficile pour moi de dire, d'avoir un statement global puis de dire ce médicament-là est bon, celui-ci n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'on parle toujours de risques et de bénéfices. Durant la grossesse, on traite la maman, mais on s'inquiète pour le bébé en devenir. C'est jamais la situation idéale pour un traitement, là, mais c'est pour ça qu'on parle de risques et de bénéfices. Alors, quel est le risque pour le bébé, pour la maman, si elle n'est pas traitée, par exemple? Et quels sont les bénéfices si elle est traitée pour la maman et pour le bébé? Alors, c'est jamais
unique parce que ça dépend de la maman. C'est du cas par cas. C'est ça, exactement. Alors, peu importe ce qu'on dit aujourd'hui, en fait, je veux pas que personne prenne une décision basée là-dessus, OK? On généralise. Oui, exactement. C'est du cas par cas. Et donc, la future maman doit en parler à son médecin. Absolument, OK? Puis, le ratio risque-bénéfice va être établi à ce moment-là. Mais c'est seulement pour dire qu'au niveau des ISRS, il y a certains médicaments, le citalopram, pour en nommer qu'un, qui est quand même plus sécuritaire que les autres. Okay. Et donc, je pense que c'est de l'information à savoir. Oui. Je veux pas que les futures mamans enceintes qui se sentent pas bien reste comme ça pendant 9 mois. Ça n'a pas de sens. Alors oui, il faut traiter la santé mentale, sauf qu'on parle de médicaments, c'est une chose, mais il y a quand même bien d'autres options. Il y a des choses à faire aussi. Ça. C'est ça, j'allais dire, l'activité physique. Exactement. En fait, il y a énormément de très, très bons essais cliniques qui ont démontré que l'activité physique est très bénéfique pour traiter la dépression et l'anxiété. Évidemment, je ne parle pas de dépression, d'anxiété sévère, parce que ça, c'est une autre bébite, là, mais la plupart des mamans dépressives, anxieuses durant la grossesse, là, je dis 85% de ces mamans-là, alors parmi toutes celles qui sont dépressives, anxieuses, 85% d'entre elles, c'est modéré, léger. Okay. Alors, dans cette population-là, l'activité physique est bonne. OK? Alors, c'est une bonne chose. Alors, c'est sûr que quand on a de la difficulté à sortir de son lit, c'est comme une montagne, là. Oui, mais même quand on n'est pas enceinte, souvent, les mamans, c'est juste d'y aller. Des fois, c'est difficile, mais c'est le sentiment après, puis les hormones sécrétées, puis comment qu'on se sent après avoir bougé, pris l'air. Ça peut être même juste dehors, avoir fait un petit jogging. Absolument, absolument. Comment qu'on se sent, c'est incroyable. Oui. Mais ça, c'est après. Alors, pour s'y rendre, parfois, c'est difficile, mais sachez que ça marche. OK? Alors, je pense, même si c'est juste une marche, on commence lentement, une marche, c'est bien. Ensuite, il y a la psychothérapie qui est quand même très bonne. Le problème avec la psychothérapie, c'est que ça peut être difficilement accessible au Québec. Et puis, ultimement, il y a la médication. C'est ça, les listes d'attente peuvent être longues pour voir une psychothérapie, mais ça vaut quand même la peine. Il y en a au privé aussi, si jamais il y en a qui nous écoutent puis qui se demandent. Là, il y en a beaucoup qui pratiquent en ligne aussi maintenant. Oui, vraiment, ça se développe de plus en plus. C'est le fun. Oui. Puis il y a quand même il y a un programme spécifique pour les femmes enceintes. Ça s'appelle... et là, je dis ça sous réserve. Là, c'est mes collègues à Sainte-Justine, mais c'est 3 mois bébé. Alors, si vous allez sur Google, là, 3 mois bébé, c'est un programme qui est disponible en ligne. Alors oui, ça peut être effectivement une alternative. C'est vraiment... c'est des belles ressources. Puis, je terminerai notre épisode unique en parlant de médicaments à éviter. Mais encore là, je sais qu'il y en a tellement... Mais je voulais surtout parler Advil, Tylenol. Qu'est-ce qu'on sait un peu généralement des études, la désinformation? Oui. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de désinformation de manière générale avec les réseaux sociaux, mais on est capable d'avoir quand même de la très bonne information. Mais tu sais, parfois, on ne sait pas. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Mais avant de parler du Tylenol, ça, c'est le médicament le plus utilisé en grossesse, le Tylenol. On peut en parler tout de suite, tiens, tant qu'à faire. L'Advil, j'essaie de suggérer de ne pas l'utiliser durant la grossesse parce que, si on peut éviter, moi, j'irais vers le Tylenol, même si parfois, c'est pas toujours possible. Le Tylenol est souvent utilisé pour... premièrement, c'est un médicament en vente libre. On n'a pas besoin de parler à personne pour l'utiliser. La plupart d'entre nous l'ont déjà dans notre pharmacie, à la maison. Alors, c'est utilisé pour les douleurs. C'est utilisé pour les migraines. Alors, c'est toutes des conditions de grossesse. Et aussi, c'est utilisé pour la fièvre. Oui. La fièvre en grossesse, c'est
néfaste, autant pour la maman, parce que c'est pas le fun d'avoir la fièvre, mais aussi pour le fœtus. Alors, quand on fait de la fièvre en grossesse, il faut se traiter. L'acétaminophène est une très bonne option de traitement. Dernièrement, ça a fait la manchette de presque tous les journaux. Il y a eu une espèce de publication basée sur, en fait, on appelle ça du cherry picking, là, qui a pris quelques données là, dans la littérature et a démontré que l'acétaminophène, le Tylenol, pris durant la grossesse, était associé au risque d'autisme ou de TDAH. Et là, ben, ça a fait la manchette. Ça s'est enflammé. Ça va vite, la désinformation. Oui, exactement. Ça a fait tous les médias, télévision, médias écrits, le web, évidemment. Et puis là, bien évidemment, ça a créé une panique épouvantable, même si l'Association des obstétriciens et gynécologues du Canada ou même aux États-Unis ne disait le contraire. Mais voyons donc, l'acétaminophène, prenez votre Tylenol, parce que la fièvre est 100 fois pire, là. Je veux dire, le Tylenol, il n'y a rien là à comparer de la fièvre non traitée. Mais la désinformation était partie. Ouais. Alors, il faut toujours faire attention avec toute cette information-là parce que parfois, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est pas toujours vrai. Ouais. Alors, il y a une étude qui vient tout juste d'être publiée dans JAMA, le Journal of the American Medical Association, qui, une étude quand même assez bien faite, qui a démontré que l'acétaminophène, le Tylenol, n'augmentait pas le risque d'autisme ou de TDAH. Le problème, c'est que je ne suis pas certaine si cette étude-là a été médiatisée autant que la première. Non, c'est sûr que non. Alors, quand le mal est fait, souvent, c'est difficile à remettre les pendules à l'heure. On l'a vu pour les vaccins, d'ailleurs. Mais alors, tout ça pour dire qu'il faut... Le Tylenol, c'est un des médicaments les plus sécuritaires. Oui, c'est ça. Alors... Mais c'est vraiment incroyable quand ça passe. C'est drôle, mais pour les femmes enceintes, dans toutes les sphères, c'est souvent là qu'il y a le plus de désinformation. On a tellement des questionnements, puis même que ce soit au niveau de la nutrition, de n'importe où, qui arrivent avec des choses comme ça fait aucun sens, puis quelqu'un dit quelque chose, une étude dit quelque chose, puis c'est incroyable qu'est-ce qu'on a pour les femmes enceintes. Fait que pour ça, je suis contente aussi de t'avoir avec moi aujourd'hui. Puis je vais juste terminer parce que là, on parle de... Bon, ça, c'est en vente libre, c'est quand même assez sécuritaire. Il y a des médicaments qui ne devraient vraiment pas être utilisés en grossesse. Puis là, je fais un cri du cœur là, à toutes celles qui écoutent. C'est, par exemple, l'Accutane. Alors, l'Accutane, c'est un médicament qui est utilisé pour l'acné sévère. Je connais. OK. C'est un super bon médicament. Alors, pour traiter l'acné, c'est une belle molécule, ça marche. Mais on ne devrait pas prendre ça durant notre grossesse. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que ça fait assez longtemps qu'on sait que l'Accutane est tératogène. Le mot tératogène, ça veut dire que l'Accutane augmente le risque d'avoir un enfant avec une malformation congénitale. Wow! L'Accutane, je ne sais pas si on se rappelle de la thalidomide. Là. La thalidomide, c'est un médicament qui était donné dans les années 1960. C'est un médicament qui était indiqué, qui était donné pour les nausées et vomissements de grossesse. Hein, c'était son indication première. Et la thalidomide augmentait le risque de malformation, plusieurs, mais surtout musculo-squelettique. On voit, en fait, le médicament a été sur le marché au Canada. Alors, il y a une association des victimes de la thalidomide au Canada parce qu'il y a eu des enfants. Leur maman ne savait pas, prenait le médicament et 9 mois après, l'enfant est né avec des malformations majeures. La thalidomide, bon, je fais un peu d'éducation, si je peux me permettre. Oui, allez-y. Moi, je trouve ça super intéressant. Le risque de base de malformation congénitale, c'est à peu près 3 à 5 %.
Okay. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un risque de base? La raison pour laquelle je veux faire un peu d'éducation, parce que je pense que les capsules grossesse en santé, c'est le but aussi, d'informer la maman, d'outiller la future maman pour que celle-ci puisse prendre une décision éclairée sur sa santé et la santé de son futur bébé. Alors, je pense que si une future maman a toute l'information, elle est amplement capable de prendre une décision éclairée. Vraiment. OK? Alors, le but, c'est d'outiller. Informer, outiller. Exactement. Avec des données fiables, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Oui, exactement. Alors, le risque de base, on peut avoir une grossesse parfaite, avoir planifié notre grossesse, avoir pris notre acide folique avant la grossesse, de ne pas avoir fumé, de ne pas avoir pris d'alcool, d'avoir fait suffisamment d'exercice, de bien s'alimenter et tout. On a quand même 3 à 5 % de chance d'avoir un enfant avec une malformation congénitale. Alors, une malformation. Alors ça, on appelle ça le risque de base. On appelle ça le « act of God », là. C'est un peu étrange, ésotérique, là, mais c'est ça qu'on dit. Alors, maintenant... avec la thalidomide, le médicament qu'on disait là, qui était donné. 60, là, oui. Alors, on passait un risque de base de 3 % à 30 %. Wow! C'est énorme. C'est une augmentation de 10. Alors ça veut dire que si moi, je prends de la thalidomide, j'ai une chance sur 3 que mon futur bébé ait une malformation congénitale. Au lieu d'avoir 3 % de chance, j'en ai 30 % C'est énorme. Alors, la thalidomide n'est plus sur le marché maintenant. Bien, elle est toujours sur le marché, mais pas pour les femmes en âge de procréer. Alors, bon. Alors, on a retiré ce médicament-là parce que c'est épouvantable. OK. Et donc, maintenant, l'isotrétinoïne, qui est l'Accutane, qui est donnée pour l'acné, c'est le même risque. C'est 30 %. Wow. C'est énorme. Cette Accutane-là, elle est toujours sur le marché. Est-ce que c'est en vente libre, l'Accutane? Non. Ça, c'est une bonne question parce que ma réponse, c'est ça dépend. Okay. Ça dépend où on est. Si on a des pharmaciennes oui. Dans les commentaires. Oui, mais de manière générale, c'est par prescription. OK. Alors, pourquoi l'Accutane est toujours disponible? Parce que l'acné, c'est une maladie de jeunes, on va dire, là. Pas toujours, mais majoritairement de jeunes. C'est parce que 50 % des utilisateurs sont des hommes. OK? Parce que l'acné peut agir sur des garçons, des filles, des femmes, des hommes. Donc, le médicament est toujours disponible par prescription, même s'il y en a qui peuvent l'avoir sur l'Internet, là, c'est vraiment choquant, mais bon. Et donc, tout ça pour dire que c'est toujours là, même si depuis les années fin 1960, début 1970, on sait que c'est un médicament qui est très, très semblable à la thalidomide. Oui, puis c'est pas connu. Là. Moi, c'est la première fois que j'entends ça, puis tu sais, je suis dans le monde de la périnatalité, ça va faire 4 ans. Oui, mais au Canada, il y a quand même un programme de minimisation du risque pour l'utilisation de l'Accutane. Dans ce programme-là, c'est un médicament qui, pour qu'il soit vraiment efficace pour l'acné, ça doit être pris 5 mois avec 1 mois de période de wash-out. Fait que disons 6 mois, c'est une période de 6 mois. À chaque fois qu'une prescription est donnée, il devrait y avoir un test de grossesse avant, à une jeune femme, évidemment, là, pas chez les hommes. Un test de grossesse négatif, la prescription est émise avec une prescription de contraceptifs oraux et une entente qu'une deuxième forme de contraception devrait être utilisée, en plus de la pilule. Wow. OK? Et à chaque mois, on répète la procédure. Okay, quand même, pour s'assurer. Au moins, c'est bien encadré. Oui. Ça, c'est en théorie. Mais dans les faits, c'est pas fait systématiquement. Il y a une étude là, qu'on a faite dernièrement qui démontre que parmi celles qui avaient eu une prescription d'Accutane, moins de 20 % d'entre elles avaient également eu une prescription pour la pilule de contraceptifs oraux. Fait que même si dans les faits, il y a un programme de minimisation des risques, ben c'est pas vraiment suivi, on s'entend. Alors,
le résultat, c'est que même aujourd'hui, les données québécoises, il y a des femmes qui sont enceintes sous Accutane, encore aujourd'hui au Québec. Wow. Et le risque de malformation congénitale est tellement élevé que 80% de ces grossesses-là se terminent avec un avortement planifié, parce que les jeunes femmes ne veulent pas prendre le risque d'avoir un enfant avec une malformation congénitale. Je suis vraiment contente qu'on ait pu ajouter ça à notre petit épisode aujourd'hui, parce que je suis certaine que ça touche des femmes, ou que moi, je savais pas. Je suis certaine qu'il y a plein de femmes enceintes qui savaient pas, ou même des mamans qui ne savaient pas. Donc, c'est intéressant, à savoir. Donc, je pense qu'on a vraiment fait le tour. On aurait pu continuer à développer pendant un bout, mais on va s'en garder parce que votre prochaine capsule sort sur le diabète gestationnel. Donc, j'ai pas trop posé de questions parce qu'on va garder ça pour votre épisode. Puis, n'hésitez pas à aller les suivre aussi. Grossesse en santé, il y a plein de capsules, plein de contenus. Puis, vraiment, un grand merci d'avoir été là aujourd'hui avec moi, Annick. Ça me fait plaisir. Merci pour l'invitation. À une prochaine capsule!